Bonjour à tous, bienvenue à ces Tips and Piges spécial lancer son podcast en solo. Je vois que vous avez été assez nombreux, assez intéressés pour, euh, pour ces lives. Donc on vous attend nombreux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lola Paraclavioto, je suis journaliste. Je collabore avec National Geographic, Le Monde Diplomatique et d'autres médias. Normalement, je me maquille pas autant. Euh, Juste un moment, il y a toujours un problème. Un moment. C'est bon, c'est le retour. Il a toujours un problème avec un double son qui arrive. Ceux qui sont déjà participés à d'autres lives, ils le savent. Je vais vous raconter, normalement, je me maquille pas autant, mais ce matin, j'ai été invitée à la maison de la radio. Donc, je me sens un peu bizarre avec... normalement, je me maquille pas. Donc, merci, la Mélanie qui me parlait est là. Donc, je vous présente mon invité pour ces Tips en Pige, lancer son podcast en solo. C'est Mélanie Prévost, journaliste, experte nouveaux médias. Elle est hôte du podcast Je te l'ai dit en off. C'est un podcast qui présente les coulisses de la création de contenu et du journalisme. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande. Moi, j'apprends énormément de tips, que ce soit pour ma newsletter, mon podcast, ma communication, mon personal branding. Mélanie, merci Ouais, beaucoup d'avoir accepté l'invitation. merci Lola et merci pour cette super présentation. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Je suis aussi tout ce que tu fais, donc je suis trop contente de pouvoir un peu papoter avec toi et avec les gens s'ils ont des questions pour parler de podcast. On va attendre un peu la première question qui est toujours quand on parle des podcasts, là, tu me le dis? La monétisation, La monétisation, c'est toujours ça. C'est la c'est le première, Graal. Mais première chose bon, qu'on me demande à chaque fois que je dis que j'ai un podcast, c'est mais est-ce que tu gagnes de l'argent? il C'est y donc a une... on va en Oui, parler. on avait parlé de ça hier. Il y a 5 ans, il y avait beaucoup de gens qui suivaient les formations podcast parce qu'ils se disaient, c'est comme ça qu'on va devenir indépendant. Donc, on va revenir à ça un peu plus tard. Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as créé ton podcast? Toi, tu Euh, viens de la télé à la base. J'ai c'est oublié ça. de dire ça. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai été réalisatrice de reportages pour la télé pendant à peu près 7 ans. Donc je travaillais un peu, en temps pour un peu plein de boîtes de prod et plein de chaînes, surtout des formats plutôt longs. Journaliste, c'était mon rêve de petite fille, donc j'étais très heureuse de réaliser mon rêve. Et puis il y a 7 ans, j'ai fait un burn-out et j'arrivais pas spécialement à parler des sujets, qui me tenaient à cœur, en tant que journaliste. C'est pas facile, le monde de la télé. Et du coup, j'ai découvert le podcast et je me suis rendu compte qu'en tant que réalisatrice, au final, ben, je pouvais aussi, un petit peu, explorer le monde des médias, la créativité et sans avoir le cadre qu'il y a forcément dans la télé pour m'exprimer. Et en fait, je me suis, lancée il y a maintenant un peu plus d'un an en lançant mon propre podcast. Et en fait, pour moi, ben, je le dis souvent, je suis un peu retombée, en amour avec mon métier, retombée amoureuse de mon métier grâce à la liberté que m'offre le podcast. Et c'est pour ça que j'adore, maintenant accompagner les gens pour se lancer et en parler, avec, plein de monde. Parce que tout d'abord, quand on souhaite se lancer dans un projet, de créer son Mmh. propre média, de créer son podcast, il faut penser à quoi? Qu'est-ce que seraient les clés? Alors moi, je pense que les clés, c'est d'avoir, une on parle à des journalistes beaucoup aujourd'hui qui nous écoutent et tu le sais aussi bien quand tu prépares aussi tes articles, Lola, la ligne éditoriale, ça reste, forcément quelque chose de très important. Tenir un bon concept, et ça pour moi, c'est vraiment la base pour aller, créer un bon podcast. Et surtout, moi, le premier conseil que je donne tout le temps quand on veut se lancer, c'est écouter plein de podcasts, en fait, pour s'inspirer et aller se dire: «OK, moi, j'adore le ton de cette personne ou j'adore cette façon, d'introduire, un épisode», et du coup, d'aller un petit peu piocher et se rendre compte que c'est très, très créatif un podcast et que parfois quand,
Moi, je venais de la télé, on a des formats qui sont bien chartés, une durée très spéciale, etc. Et en fait, en podcast, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, d'aller écouter d'autres podcasts, ça permet de nous inspirer aussi et de voir qu'on peut être super créatif. Oui, ça, je te confirme hein, que on n'a pas les timings, laisser terminer, on peut toujours parler un peu plus. L'une des questions quand on va lancer son podcast aujourd'hui, 2026, c'est la question, ou presque plus de la question, est-ce qu'on lance un podcast audio seulement ou vidéo également? Ouais. Alors, YouTube, pas YouTube? il y a 2 choses. Moi, déjà, je vais donner mon avis, venant aussi de la télé. Donc forcément, on n'est pas tous d'accord et chacun a un peu son point de vue là-dessus. Donc je vous donne le mien, mais il est pas forcément, le meilleur. Ce que je peux vous dire déjà de façon un peu plus, objective, c'est que, les algorithmes sur les plateformes d'écoute seulement audio, il y en a très peu, voire pas, ce qui fait que c'est très, très difficile quand on se lance, si on est seulement en audio, d'avoir des écoutes. Donc là, où est l'intérêt, de la vidéo, c'est qu'on va pouvoir poster des réels sur Instagram, sur TikTok et aussi aller sur YouTube où là, on va avoir un algorithme qui va nous permettre une plus grande découvrabilité. C'est pour ça que quand on se lance, souvent, vous allez voir des gens qui vont vous conseiller à se lancer dans la vidéo parce que l'algorithme va favoriser ça et en fait, quand on va établir toute une stratégie de communication aussi autour de son podcast, ben, les réels, filmés avec, des extraits vidéo, forcément, ça va beaucoup plus, performer. Et après moi, évidemment, je viens de la télé, donc pour moi, c'est beaucoup plus évident, que pour certaines personnes de faire de la vidéo. Mais ce que je trouve important, c'est aussi de se dire: quelles sont moi mes qualités? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en avant? Si on n'est pas du tout à l'aise avec la vidéo, c'est quand même du travail, un peu plus important puisque le montage vidéo prend plus de temps, que le montage audio est un peu plus difficile, les fichiers sont plus lourds, ça demande aussi, de tourner, soit dans un studio, soit avec une caméra. Donc si on n'est pas du tout à l'aise avec ça, c'est pas la fin du monde et on peut aussi se lancer en audio. Je suis pas non plus la pro à je suis pas non plus à fond pour la vidéo. Je pense qu'il faut aussi être à l'aise avec, le format, qui nous convient, le mieux. Mais justement, quand tu dis ça permet une plus grande découvrabilité, Mmh mh. YouTube, ça fait un peu peur. On s'est dit, mais comment je peux faire dans ces cas découvrir mon podcast? C'est pas en disant, hey maman, tu sais, j'ai un podcast, tu peux l'écouter, dire à tes copines. C'est déjà mon cas personnel, je te parle. Moi, je suis nulle sur Instagram. Sur YouTube, tout ce qui est visuel, Mmh. pour résumer. Donc, comment lancer un podcast si je me sens pas à l'aise sur YouTube, sur Instagram, avec les shorts, TikTok, C'est comment possible se faire évidemment. découvrir? Oui, c'est possible évidemment. Pour moi, il y a pas c'est compliqué de lancer un podcast si derrière on n'a pas une stratégie de communication. Je sais que quand on est journaliste, c'est pas tout le temps évident de penser. Hem, mais forcément, ce que je disais, qu'il y a très peu, d'algorithmes sur les plateformes audio, donc Spotify, Apple Podcasts et cetera. Donc c'est très difficile de sortir du lot. Il y a beaucoup de podcasts qui sortent aujourd'hui et ceux, qui cartonnent souvent soit, peuvent être hébergés déjà enfin, soit en production avec des plateformes ou alors ont des gens qui ont déjà une très grosse communauté ou, existent depuis enfin, j'allais dire des dizaines d'années, j'exagère, mais existent ont déjà beaucoup d'épisodes. Ce qui fait que nous, quand on se lance, c'est sûr qu'on est un peu perdu. Donc, il faut toujours le lier avec une stratégie de communication. Pour moi, c'est un peu la clé parce que le podcast, ça prend beaucoup d'énergie et en fait, on risque de vite être déçu. Il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui arrêtent. Et donc, je dirais, ça va dépendre de vous, vos forces. Je vois, toi, Lola, ta force, c'est LinkedIn, ta newsletter, ce qui te permet de promouvoir ton podcast et tu le fais très bien sans la vidéo. Je pense qu'il faut aller trouver son ton là où on a forcément une plus grosse déjà communauté pour la développer. Évidemment, plus on est sur de canaux de communication, plus on est sur de réseaux sociaux, mieux c'est. Mais en même temps, on n'a pas tous le temps de faire, on n'a pas tous forcément, on n'est pas tous forcément doués pour la vidéo, et cetera. Donc moi, évidemment, je conseille la vidéo, mais si on n'est pas doué pour ça, on peut quand même se lancer si on a une stratégie de communication, qui est bien pensée, en amont. Moi, je rappelle quand tu as dit, donner des exemples, par exemple,
des podcasteurs ou podcasteuses qui ça fait longtemps qu'ils sont là, donc c'est pas nécessaire de se lancer sur la vidéo. On parlait hier, justement, il y a Lauren Bastide qui a Mmh. arrêté le podcast vidéo. Mmh. Parce que la vidéo quand même ça coûte, il faut le dire, et que elle, son audience, sa communauté, elle écoute surtout via les plateformes audio, pas forcément YouTube, donc ça coûte cher, on supprime, moi je comprends. Et Victoire Toyon, c'est pareil, que je sache, elle fait pas des vidéos avec renverser la table. Mais également, elle vient déjà Ouais, c'est ce de que je te loin. disais, hein, il me semble, je pense pas, tu me diras si je me trompe, mais c'est quand même des podcasteuses qui ont déjà une audience, donc en fait, Oui. c'est pas elles sortent pas, tu vois, from scratch et se lancent, en audio, donc c'est encore un peu différent, mais on a par exemple, moi j'ai invité sur mon podcast, Céline Steyer, qui a un podcast qui s'appelle Nouvelles Héroïnes, qui, est super et qui apporte des nouveaux récits aux jeunes filles, aux petites filles, aux petits garçons pour donner des elle fait des portraits de femmes inspirantes, de scientifiques, etc., aventurières. Et elle, en fait, elle fait la promotion de son podcast beaucoup via LinkedIn et via Instagram, via des carousels et via des posts écrits. Et en ce moment, son podcast, il marche très bien. Donc, il y a beaucoup de contre-exemples à ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, moi, je te dirais, évidemment, moi, je dirais la vidéo de là d'où je viens et avec connaissant les algorithmes qui peuvent nous favoriser. Mais en fait, si on trouve son audience, si on a une bonne strate de com, ça me paraît pas impossible non plus de se lancer avec l'audio aujourd'hui. Et est-ce que tu recommandes de faire une formation podcast? Ou se lancer avec les... Je connais des gens qui sont suivis un peu des tutoriels sur YouTube, d'autres qui ont fait des formations. Mmh. Moi, j'ai fait une formation, mais j'ai fait de la radio il y a 15 ans. Moi, je dirais que ça dépend, d'où on vient, enfin de tu vois, si on est journaliste déjà avant, ça va être déjà plus simple de comprendre ce qu'est une ligne édito, d'écrire un script, de préparer une interview. Donc si on est déjà du métier, ça va être plus simple. Après, moi, je conseille toujours de se former. Je trouve que c'est jamais, perdu. Moi qui venais de la télé, qui savais déjà monter, qui savait déjà un peu écrire des reportages, j'ai fait aussi une formation, de podcast quand j'ai commencé. Il y avait des choses que je savais déjà, mais moi je trouve ça jamais trop, de faire une formation. Je sais pas ce que tu en penses Lola, mais Moi, je pense qu'une formation, ça peut surtout avancer les choses, de faire les apprendre beaucoup plus vite. Il y a déjà des questions, je sais qu'il y a beaucoup de questions, donc ça va commencer, je vais commencer à te les poser oui. assez rapidement pour des questions de timing. Il y a Laura qui nous demande comment avoir une discipline quand on commence un podcast seul. Et je trouve que c'est pas une mauvaise question Ouais. parce que moi, je fonctionne, tu sais, j'ai envie de ça. Donc maintenant, je le fais, maintenant, je le fais pas. Donc, j'ai pas de Alors discipline, moi. alors moi, ce que je conseille, je sais que quand on a envie de lancer son podcast, on a très, très envie de le lancer tout de suite dès qu'on a un épisode. Moi, ce que je conseille, c'est déjà, d'avoir 1, 2, 3, 4, plusieurs épisodes en stock avant de se lancer. Ce qui fait que déjà, on va, pouvoir avoir une régularité sans se stresser, sans se presser de sortir, un épisode toutes les semaines, toutes les 2 semaines en fonction du timing qu'on va choisir. Donc déjà, moi, je conseille d'avoir des épisodes un peu en stock, d'avoir déjà un peu des posts prévus dans sa com aussi, quand on se lance, d'être ready, de voir ça comme vraiment un vrai projet global. Et je vous dis ça et moi j'essaye d'avoir des épisodes d'avance et là, après le prochain, j'ai plus d'invités donc c'est comme on peut et c'est pas du tout mais en tout cas, on essaye de le faire au maximum, pour arriver à s'organiser et je vous conseille aussi de vous faire un petit planning édito. On en reparlera peut-être plus tard pour tout ce qui va être, trouver des sponsors et cetera. Mais quand on va vouloir faire un épisode sur un thème, si on veut essayer de trouver un sponsor pour monétiser, si on sait que dans 2 mois, on fait un épisode sur tel sujet, bah, ça nous permettrait ensuite d'aller toquer aux portes, des marques ou des plateformes si on a de l'avance et leur dire: «Voilà, dans 2 mois, je prévois de faire un épisode là-dessus». Ça peut être, ben, voilà, on peut peut-être trouver, le thème peut vous intéresser, votre marque et ensuite de pouvoir le monétiser. Donc si on prend de l'avance aussi sur son contenu, sur un planning éditorial, ça peut aussi vous aider après pour la monétisation. Ah, ça, c'est bien intéressant. Hop, hop, hein. Après la question de Laura, il y avait la question de Zeynep, j'espère l'avoir bien prononcé. Je vois aussi des personnes faire des teasings de leurs podcasts sur les réseaux sociaux, mais qui ne filment pas leurs podcasts. Est-ce que c'est une bonne stratégie?
Alors, si je comprends bien, ça serait juste filmer, pour en faire un petit teaser, si je comprends bien la question, mais Hmm. de pas filmer l'intégralité de l'épisode. Je pense que Qui c'est font ça. des teasings de leurs podcasts sur les réseaux sociaux, mais qui ne filment pas leurs podcasts. OK, je sais pas si du coup, Zineb, ce que tu veux nous dire, c'est qu'ils font juste un petit teasing vidéo et ensuite après ils filment pas tout l'épisode. Ça peut être une bonne idée aussi de filmer un peu des coulisses. Ça, j'incite toujours les gens à faire des photos avec ses invités, à toujours essayer de filmer un peu les coulisses, ce qui permet de quand même jouer avec les algorithmes et de poster de la vidéo, sur Instagram, sur TikTok, sans avoir à filmer, tout l'épisode. Ça peut être un petit twist que vous choisissez pour aller chercher les algos Insta, TikTok, faire un peu de vidéo sans avoir le côté un peu lourd que peut avoir un montage vidéo de tout un épisode. Donc ça peut être une bonne idée pour jouer avec les algos, ouais, je pense. Et on a une autre question de Laura. Quid du format podcast pour les marques? C'est là un réel intérêt selon toi? Si oui, dans quel cas? Alors quand on est une marque, moi je trouve que c'est super important. Ça s'inscrit tous dans une logique qu'on appelle le brand content, quand on est une marque. Je trouve ça super intéressant parce que, ça vous permet, d'aller explorer, en longueur des thèmes, surtout quand on fait de la com, quand on va poster sur les réseaux. Les shorts, c'est quoi, 30-40 secondes, 1 minute 30 maximum. Là, en fait, on va avoir la possibilité de parler aux gens pendant longtemps et ce qui est cool avec le podcast, je pense que tous ceux qui nous écoutent peut-être écoutent un podcast, on peut emmener en fait le podcast avec nous partout, à la salle de sport, en cuisinant. Et donc il y a un côté très mobile où en fait la personne va nous écouter un peu dans son quotidien, va nous intégrer dans le quotidien. Souvent les marques, ce qu'elles choisissent de faire, c'est pas faire de la pub directe quand on est dans le brand content, mais c'est du coup d'aller chercher l'image de marque et aller développer les valeurs que défendent les marques. Et donc ça va être intéressant parce que les gens qui vont nous écouter, en fait, ils vont avoir une belle image de la marque, etc. Donc oui, il y a beaucoup de marques qui lancent des podcasts. Et moi, par exemple, en tant que freelance, je conseille les marques pour les aider à écrire des concepts. J'écris les scripts avec eux. Et il y a franchement, il y a plein, il y a un peu de tout type de marques qui font des podcasts. Et il y en a plein aujourd'hui que vous pouvez trouver sur les réseaux. Même je fais aussi de la com interne en podcast pour présenter les histoires des salariés, etc. Et Laura demande aussi, bon, avant de la question de Laura, il vient de me rappeler, tu es en train de parler des brands, des marques, et quand on est journaliste, Mhm. on a également parlé de ça hier, il y a, quand on se lance en solo, quand on lance son média, que ce soit sa chaîne YouTube, son podcast, sa newsletter, pour avoir des revenus, beaucoup de journalistes, ils commencent à faire de la publicité, incarnée ou pas incarnée, mais bon, la publicité en 2026 savait que ça marche bien quand c'est incarné. Et Mhm. donc, on a déjà les voix dans les journalismes qui disent que incarner une marque, faire la publicité d'une marque, c'est pas du journalisme. Donc, pour les journalistes qui nous écoutent, Mélanie, ça a Après, une confrontation avec la ouais, charte monique, comme on dit ouais, d'habitude. je suis d'accord. Alors, je pense que chaque personne, chaque journaliste qui se lance dans le digital, on a un peu tous notre façon de penser. Toi, Lola, qui écoute le podcast, tu sais que je pose souvent la question aux journalistes qui sont dans le digital aussi. Chacun a un peu sa propre réponse. Je pense qu'aussi, c'est un peu, ben, c'est aussi, on est tous en train un peu de réinventer ce métier-là, de Mm. chercher. Donc, je pense qu'il faut, moi, je dirais que la première chose, il faut être à l'aise et pouvoir assumer ce qu'on fait, être transparent. Je pense que c'est la première chose. Il y a des journalistes qui vont inscrire, quand ils choisissent de travailler avec des marques, qui vont inscrire dans le contrat avec la marque qu'ils gardent comment dire, tout le pouvoir sur la ligne éditoriale de leurs médias, voilà. Ils vont choisir forcément des marques avec lesquelles ils vont adhérer aux valeurs que défendent les marques. Euh, Après, je comprends le dilemme en tant que journaliste. Après, quand on pense son podcast comme un média, les autres médias intègrent bien de la pub pour vivre aussi. Donc, je pense qu'il y a plein de façons. Je sais qu'il y a des journalistes, par exemple, sur Twitch, qui vont décider de vivre de leur métier grâce aux dons, que seulement aux dons des gens, par exemple, sur Twitch, qui vont s'abonner, ou grâce à les plateformes comme Patreon, etc. Donc, ça peut être aussi une idée. Enfin, en fait, quand on se lance dans le digital, il y a plein de façons de se rémunérer. Et après, c'est à vous de voir où est votre limite, avec quoi vous êtes à l'aise et votre éthique aussi. Mais
Mais je pense que de toute façon, si on est transparent et qu'on check bien les marques avec lesquelles on travaille, pour moi, c'est pas forcément un problème. Mais après, je pense qu'on a tous un avis un peu différent sur le sujet. Je sais pas ce que tu en penses toi, Lola, mais Moi, je pense que surtout les gens qui disent que c'est pas du journalisme, c'est des gens qui n'ont pas leurs propres médias. Les personnes comme Justine Reich, Benoît Lecor, qui sont euh, qui sont dans ce milieu, qui lancent leur propre chaîne, qui ont, je sais pas Benoît, mais bon, Justine, elle en a parlé quelques fois. C'est précaire le journalisme. mmh Donc, quand on pointe du doigt que c'est pas du journalisme, faire du brand content dans son média, c'est souvent des gens qui n'ont pas leur propre média. mh. Donc, j'ai Non, pas tu encore entendu quelqu'un qui ait sa propre chaîne YouTube qui me dise que c'est pas déontologique. Oui, que c'est pas déontologique, non, mais qui disent, qui continuent à dire que ce qu'il ou elle fait, c'est du journalisme. mmh. Et je suis d'accord. Moi, tu vois, par exemple, j'essaye d'être le plus transparente possible, c'est-à-dire que, même dans mes activités de freelance, tout se complète dans tout ce que je fais, donc évidemment, je fais attention avec qui, je travaille. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des marques qui me proposent de travailler avec eux, d'incarner leur projet, de faire des interviews. Je j'essaye de double checker au max. Après, je suis pas parfaite, hein, mais ça m'arrive souvent de refuser de travailler avec ces gens-là et j'en parle sur mes réseaux sans forcément citer la marque, mais voilà. J'essaye d'être transparente et de montrer, en fait, les dilemmes, ce avec quoi, je vis tous les jours pour, bah, gagner ma vie, pour montrer que, ben, c'est pas simple et qu'on essaye de faire au mieux. Je pense que c'est un peu ma réponse, c'est qu'on fait au mieux et que oui, on fait on donne de l'information gratuitement, mais nous, il faut qu'on vive et puis moi, par exemple, je loue un studio. Aujourd'hui, j'ai un monteur, enfin, parce que je veux faire du contenu quali, donc évidemment, ça coûte de l'argent. Donc il faut que je trouve une façon de gagner ma vie aussi. Je suis d'accord. Et si on racontait un jour, on en a parlé hier, des dessous de la presse où il y a des choses avec des brands qui s'est fait qui c'est pas très déontologique. On va reprendre des questions. Laura, comment convaincre des personnes de venir sur notre podcast si on fait peu d'écoute? Experts, associations, personnes inconnues. Moi, j'aurais tendance à dire que tout le monde, la plupart des gens sont contents d'être invités, d'avoir. Ouais, alors, c'est vrai que pour moi, je parle toujours de mon expérience perso, mais pour moi, ça a été plutôt simple parce que je viens du reportage et je te racontais hier un peu que dans ma carrière, j'ai passé, un moment avant d'aller sur le terrain à faire que, du casting et de l'enquête pour les reportages des autres. Donc j'ai pu acquérir quelques mécanismes et cetera. Mais en vrai, le podcast, c'est quand même très rare. Pas enfin, en tout cas, pas si fréquent qu'on nous propose de pouvoir parler, de soi ou de notre expertise, sur une longue durée. Donc en général, les gens sont plutôt contents. Surtout quand en plus on fait de la vidéo, on va faire des reels en collaboration, ce qui va nous ramener en fait, on va faire un partage de communauté avec la personne, qu'on va inviter. Donc c'est un peu de la pub gratuite quand même qu'on fait pour la personne. Alors quand je dis pub, mais journaliste, mais voilà, en tout cas, on va mettre en lumière le travail de quelqu'un, et donc c'est plutôt avantageux. Moi, ce que je conseille souvent de faire et pour avoir un côté un peu pro, c'est de faire moi, j'ai un communiqué de presse que je fais avec Canva, très simple de mon podcast, que j'envoie avec, mes épisodes, mon parcours, la ligne édito du podcast et cetera et du coup, ça apporte aussi un cadre qui est un petit peu pro, qui résume parce que les gens, on le sait, parfois, ils sont un peu feignants et cetera. Donc du coup, voilà, j'ai le communiqué de presse qui est prêt, et du coup, ça arrive, hein, je vais pas vous dire que enfin, ça arrive très souvent et ça va vous arriver que des gens vous plantent alors que vous avez prévu de tourner un épisode. Ça arrive tout le monde ça arrive à tout le monde. Mais généralement, les gens sont plutôt, motivés pour passer sur votre podcast, hein. Oui, j'aime bien que tu m'apprends ta façon de travailler. Moi, tu sais que je fonctionne à l'intuition. Il y a des gens qui sont... Il faut apprendre de Mélanie. Non, mais C'est dans bien ma sûr. le communiqué de presse, c'est dans ma to-do list. Après, on fait comme on peut, mais c'est vrai que, ben, pour le coup, j'en suis à mon 20e épisode et la programmation, ça s'enchaîne assez vite. Donc, bah, je suis obligée d'avoir une je me dis que j'ai une petite méthodo et que ça m'aide bien. Après, faut savoir que si on vous dit non, si on vous répond pas, c'est classique. Si vous saviez le nombre de gens qui m'ont dit non, il y en a énormément et voilà, donc il faut aussi, bah, faut pas mal le prendre et puis il faut réinsister. De temps en temps, je revois un mail: «Coucou, c'est encore moi» et puis au final,
Je trouve que on arrive à avoir facilement quand même des invités. On a une question de Shirley. Et je complète ta question, la question de Laura. Comment créer un partenariat avec un sponsor si on se lance, si on démarre? Alors, pareil, bah, je pense que le côté communiqué de presse, c'est super d'arriver avec quelque chose, de montrer qu'on est carré, qu'on a vraiment réfléchi son podcast comme un média. Donc déjà, si on a un communiqué, si on a des visuels de presse, si on a une ligne édito et cetera, je pense que c'est pas mal. Et puis, il y a plein de marques qui vont être intéressées par une communauté qui va être, un peu niche, mais très engagée. On n'est pas forcément obligé d'avoir des millions d'écoutes pour avoir, des sponsors. Il y a certaines marques que ça va intéresser d'aller sur un secteur, d'expertise, en particulier. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de tester, de tenter, d'arriver avec un projet qui est bien calibré, bien carré, de montrer que, voilà, vous avez bien réfléchi votre podcast comme un média et ensuite d'aller, taper aux portes avec, votre communiqué de presse, pour aller chercher, des sponsors. Et Mélanie, on avait parlé aussi de ça par rapport aux sous-titres. Et il y avait Marie qui m'avait écrit qui pouvait pas Mmh. être aujourd'hui, elle va regarder les replays. Et elle me demandait, elle disait qu'elle avait du mal à savoir où est-ce qu'elle pouvait couper dans le montage. Je pense qu'elle parlait plutôt des podcasts audio seulement, mais bon, quand même, est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui pour l'intelligence artificielle pour aider? Alors, du coup, j'ai reçu la question de Marie avant, j'ai travaillé sur la question. C'est-à-dire que dit, mais j'ai aussi été demander à mon monteur et des gens, du milieu pour avoir d'autres avis un peu, à vous apporter parce que l'IA, c'est un grand sujet. Hem et au final, on s'est retrouvés un peu évidemment, par exemple, le monteur est d'accord avec moi que le montage, c'est un métier et que c'est difficile de le remplacer complètement par l'IA. Moi, je dirais surtout qu'en plus, quand on est journaliste, bah, quand même l'édito, c'est important. Donc, oui, il y a des petits outils qui vont permettre, d'aller plus vite pour le montage, d'améliorer une voix. Parfois quand, on sent que la qualité de la voix est pas, dingue, il y a plein d'outils, même qui sont intégrés, par exemple, sur CapCut. Vous avez, je crois que c'est Adobe aussi qui a un outil gratuit pour aider à améliorer la voix et cetera. Ensuite, moi, je trouve quand même que, c'est important, de garder la main sur son montage en tant que journaliste. Ça fait partie de l'écriture de votre podcast et ce qu'il faut savoir, c'est que le podcast, au final, c'est un temps long. Moi, je coupe pratiquement pas mes épisodes. Je coupe vraiment quand, voilà, c'est long, qu'il y a une personne qui cherche ses réponses ou quand on fait une mini pause et cetera. Mais sinon, en fait, parfois, si ma langue elle fourche et que je me reprends, je le laisse parce que moi je trouve que c'est aussi important dans le podcast d'avoir le côté naturel. Je sais pas ce que tu en penses? Donc oui, il y a des outils, même pour la vidéo, il y a un outil qui s'appelle AutoCut. Si vous montez en multicaméra, qui permet de couper et de choisir la bonne caméra quand la personne parle, qui peut vous être utile. Mais moi, je pense quand même que l'humain, enfin voilà, notre métier de journaliste, le métier de monteur, il est important et pour faire de la qualité et pour pas perdre en qualité, éditoriale, c'est important de faire le montage soi-même. Après, si on je fais un tunnel, pardon, je parle beaucoup. Mais après, pour moi, si on a bien préparé, son épisode, si on sait déjà un peu la structure, comment on va monter, moi, ma structure, elle est déjà prête. J'ai mon intro qui est le teaser des meilleurs moments de l'épisode pour aller, garder, les gens et leur faire donner envie de rester. Donc j'ai mon petit teaser des meilleurs moments de l'épisode. Ensuite, j'ai ma présentation, mon générique qui est toujours le même, donc j'intègre et ensuite je commence, l'épisode et à la fin, j'ai ma petite voix off, d'outro pour dire qu'il faut s'abonner. Mais tout est déjà, en fait, écrit, ce qui fait que ça me fait gagner aussi, beaucoup de temps maintenant quand je monte le podcast. Et Marie nous demandait, bon, tu m'as demandé mon avis. Moi, j'essaie de, personnellement, j'aime beaucoup couper à la main, c'est vraiment un kiff. Mmh. Mais je trouve que l'intelligence artificielle ne le fait pas si bien que moi. Parce qu'on a au moins les pifs du journaliste, c'est que parfois, elle peut couper une partie, une phrase que je trouve que c'est une petite anecdote, mais c'est assez importante. Et elle le Mmh. fait également pour le texte. Elle ne le fait pas que pour le son ou la vidéo. Et je sais que tu peux me corriger, mais les monteurs professionnels, ils s'évitent l'IA, ils utilisent un voice cleaner, Mmh mh. mais c'est tout. Le Ah oui, montage, oui. c'est plutôt à la main.
Mon monteur, quand je lui ai demandé, évidemment, il m'a dit: «Oui, je peux utiliser un petit peu l'IA pour m'aider, pour upgrader il y a des outils un peu sympas, mais» et puis il y a l'émotion, en fait, qu'on me laisse. Moi, par exemple, même quand je bosse parfois, pour des marques et qu'on me dit: «Ah mais là, la personne, c'est un peu long, il y a des silences». Mais moi, j'adore les silences parce que les silences, ça fait aussi partie parfois d'une réponse. L'émotion, c'est important et donc je trouve qu'il y a rien de mieux qu'un journaliste pour garantir un podcast qui soit humain et garantir sa ligne édito. Mais après, c'est moi. Il avait Marie demandé également, je m'interroge aussi pas mal sur l'intro et l'outro, Ouais. la forme que ça doit prendre, le timing. Alors, il y a pas de réponse, vu qu'on est très libre sur le podcast, il y a pas de réponse absolue. Je dirais que, moi, j'ai choisi et je conseille souvent, mais après chacun fait ce qu'il veut, j'écoute des podcasts un de mes podcasts préférés a pas d'intro. Donc, enfin, ça va dépendre aussi de votre ton, de votre audience, de ce que vous voulez transmettre. Moi, j'utilise ce que je vous disais en technique pour l'intro, de reprendre les moments un peu plus forts du podcast parce qu'on sait que l'attention des gens elle a tendance à baisser et que les gens ont plus l'habitude d'écouter des formats qui sont plutôt courts. Donc moi, en fait, je vais balancer des punchlines au début pour dire aux gens restez, surtout l'épisode va être super. Ensuite, il y a l'intro. Ensuite, moi, j'ai une voix off qui présente qui je suis pour les nouvelles personnes qui te découvrent grâce à la com. Ça permet d'introduire. Et il y a une petite voix parce que j'essaye aussi de travailler là-dessus parce qu'avant, dans mon ancien métier en télé, j'avais moins l'habitude de donner mon avis et que j'ai compris qu'aussi le podcast, les gens sont là, ben, parce qu'en fait, tu incarnes ton média. Donc il y a toujours une phrase qui va dire: «J'ai invité tel invité parce que tel sujet me parle ou tel sujet, je pense qu'il est important» et ensuite on déroule sur l'épisode et à la fin, j'ai toujours une petite voix off avec des vidéos de backstage qui incitent les gens à s'abonner, à commenter, parce qu'on sait que ben, c'est pas forcément naturel. Les gens consomment du contenu gratuit, mais ils se rendent pas compte que pour nous, les créateurs, s'abonner, commenter, c'est super important. Donc, j'ai l'impression parfois de radoter, mais je le rajoute tout le temps parce que c'est important. Donc, c'est comme ça que je construis un peu mon épisode. Il faut pas que ton intro, elle dure forcément trop, trop, trop longtemps. Mais c'est important quand même de te présenter pour que les gens ils aient un peu de contexte quand ils vont écouter l'épisode, savoir un peu qui tu es. Mais comme je disais, il y a des contre-exemples. Moi, j'écoute un podcast que j'adore de d'Amal Tahir, qui s'appelle Garth Therapy et elle a pas d'intro et en fait, c'est ce format ultra spontané qu'on aime chez elle. Donc si, tu as pas envie d'avoir d'intro sur ton podcast, sens-toi libre, ça peut aussi être très cool. Ça, c'est une bonne question de pourquoi, comment on fait pour incarner son podcast. Ça, c'est pas que le podcast, Mmh. c'est dans la communication, dans les réseaux sociaux, dans la newsletter, dans les nouveaux médias, c'est comme ça. Mais dans le podcast, je trouve que c'est un peu plus peut-être difficile quand on pose des questions. Comment t'incarner de temps en temps les questions, rebondir avec l'invité? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais c'est trop, elle ou lui, il parlait tout le temps moi, les hôtes ou la hôte podcast. Et donc, il faut trouver un équilibre d'une part, l'audience doit accrocher avec toi, mais d'autre part, il faut pas qu'ils disent, mais il a la grosse tête, hein. Ok. Je ne sais pas si tu as des conseils pour équilibrer cette incarnation du podcast. Alors, je crois qu'on s'en est parlé en off toutes les 2. C'est un exercice Mm. sur lequel je travaille moi-même. Donc, je peux vous dire en tout cas moi par où je passe. Forcément quand on vient des médias tradis, ça dépend, hein, ça dépend de nos métiers, mais moi en tout cas en tant que réalisatrice de reportage, je devais je donnais pas mon avis, voilà, je faisais, le reportage et mon avis comptait pas forcément. Aujourd'hui, j'ai compris que quand on est dans les médias digitaux, j'écoutais un podcast, je crois que c'était de Gaspard G, où il avait une interview avec François Hollande dans le podcast de François Hollande et Gaspard G disait aujourd'hui, dans les médias, en fait, on veut l'incarnation, c'est très important et en fait, j'ai compris qu'il allait falloir que je donne un peu plus de moi que ce que j'avais l'habitude de faire. Ben, ça passe par justement la petite phrase pour raconter pourquoi nous, on a choisi d'inviter cette personne. Ça peut Mm. voilà, ça passe par des choses un peu simples et je pense qu'il faut juste être soi-même. Après, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde dans tous les cas. Donc il faut être soi-même et moi, j'essaye toujours d'équilibrer. J'en parlais à Lola, je lui disais: «Bah, parfois, j'ai l'impression que je raconte trop ma vie» et Lola me disait: «Bah non, ça va». Mais en fait, je pense qu'il faut un juste équilibre, mais après, faut juste être soi-même. Parfois, moi, je trouve que je parle trop
mais je suis aussi super moi-même et spontanée et je me dis que c'est OK, c'est aussi ça, le podcast. Donc je pense qu'il faut que vous trouviez votre patte, votre ton et que vous soyez vous-même au maximum, tout en gardant forcément une exigence, journalistique et cetera, au maximum. Mais je pense que c'est un peu propre, à chacun. On a des questions encore. Diane Isabelle, elle demande, avez-vous des conseils sur les outils de production que nous pouvons utiliser pour réaliser des podcasts? Alors, outils de production, est-ce que tu parles du montage, ou plutôt, je pense que c'est le montage? Il ne dit pas. Si tu Diane Isabelle, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus? Ouais, Hop, comme ça, je oui, on met des outils de production. Je pense que c'est des... pense au montage, ouais. Post-prod, Oui, c'est montage ou oui, production? j'imagine que c'est la post-production, mais on va laisser qu'elle revienne vers nous. Comme Sinon, il ça, y a un tunnel de Zeynep, oui. Zeynep, quand on démarre un podcast, qu'on n'a pas de studio et qu'on ne veut, on ne peut pas forcément inviter les gens chez soi. ouais. Ouais, attends, parce que c'est long la question. Comment et où enregistrer du bon son? Par exemple, si on va dans un café, on va entendre tous les bruits autour. Pareil dans les parcs. Alors, je Pour la question, résumer, où est-ce qu'on va enregistrer quand on n'a pas d'argent pour un studio? où est-ce qu'on va enregistrer? Alors, oui, en extérieur, je conseille pas du tout les cafés parce qu'en fait, on a les bruits, extérieurs. Même si vous voulez avoir, un bruit de café, il faut mieux le rajouter après en montage et d'aller enregistrer le son séparé parce que quand vous allez couper, On ça peut va les baisser s'entendre. plus facilement. Ouais. Du coup, je dirais essayer d'avoir un endroit, qui est pas gigantesque chez soi parce que sinon, il va y avoir un peu d'écho. Essayer d'un endroit qui a, bah, le moins bruyant possible. Après, je sais, ça dépend, hein. Je sais que, par exemple, il y a, je parle parce que je suppose qu'il y a des journalistes avec nous, mais je sais, par exemple, qu'à la SCAM, il y a des studios, si on est adhérent, qui sont, gratuits, on peut aller tourner. Après, il y a des je sais que j'ai une amie qui tourne dans des petits expa elle loue des petits espaces de coworking, pour aller enregistrer, qui peuvent être insonorisés. Enfin, il y a plein de petites choses, à trouver, mais je conseille pas les cafés, je conseille pas l'extérieur. Même si vous voulez apporter une ambiance, il vaut mieux l'enregistrer séparément, la rajouter au montage. Le mieux, c'est un endroit où il y a pas de bruit. C'est mon meilleur conseil. Et après aujourd'hui, oui, il y a des studios. Moi, je tourne en studio, par exemple, mais c'est vrai que ça reste un budget. Moi, j'avais appris, tu peux me corriger, en plus, on a tous les deux été formés par Martin. Oui. Euh, Moi, j'avais appris qu'il faut éviter une vitre derrière Mmh. pour le son et que ça peut aider. Mais ça, moi, personnellement, je le fais plus pour la voix off dans un endroit, un placard, un Mmh. dressing, un endroit, là, les vêtements, ça absorbe assez bien Oui, le c'est ça. son. J'allais dire le Mais tissu, ça absorbe le son et ça va absorber l'écho, ouais. oui, mais Exactement, ouais. après, inviter dans mon dressing des 3 mètres carrés quelqu'un, moi, je les conseille pour la voix off Oui, plutôt. pour la voix off, je fais comme toi. Et Moi aussi. après, ouais, après, je passe un voice cleaner, mais on m'a dit que les Adobe, j'utilise pas Adobe, mais ça marche très bien. Ouais, Adobe, c'est bien, ouais, c'est un outil gratuit que tu peux utiliser. Après, il y a plein d'outils maintenant sur CapCut qui nettoient, sur, Premiere Pro aussi, il y a plein d'outils après qui vont cleaner. Phonic, je crois, il y a Phonic. Ouais, ouais, il y a plein d'outils, mais en vrai, le mieux, c'est voilà, dès que ça va être trop grand ou une vitre à côté, ça va résonner, ça va faire de l'écho. Moi, j'avais essayé au début dans ma salle de bain, c'est une cata, ça résonne à fond. Donc oui, les endroits un peu calfeutrés comme ça, ça aide pour avoir un son de meilleure qualité, ouais. Mais moi, je me souviens quand j'ai enregistré l'épisode de Qui contrôle l'info avec Vincent Hédin, il avait des travaux et les voice cleaners avec intelligence artificielle a tout nettoyé dans la post-prod. C'est Oui, ça magnifique comme truc. ça peut. Après, je conseille toujours d'éviter de max d'avoir un son qui est le mieux, originel parce qu'on sait jamais à quel point l'IA va pouvoir nous aider donc et parfois si on force trop l'IA, ça peut avoir un petit côté métallique, Mm. parfois Et mais voilà. Mais en tout cas, si vous voulez une ambiance, c'est aussi un conseil que j'entends pas trop mais qui marche bien, enregistrer, moi j'ai fait un podcast par exemple où je faisais un guide audio
en fait, je faisais ma voix off et ensuite, en fait, j'ai rajouté les bruits après à la post-prod de mes petits talons qui marchent dehors, des bruits de bus. Donc après, je suis allée avec mon micro et prendre le son des pas, prendre le son du bus, des vélos qui appuient sur leur petite, je sais plus comment le mot, mais sur pour klaxonner. Et en fait, j'ai tout rajouté en post-prod, ce qui fait que je peux couper la voix off comme je peux, que la voix off, elle est super quali, que j'ai pas le vent, et cetera, qui vient m'embêter. Donc, si vous voulez rajouter même des ambiances, allez les tourner séparément et rajoutez-les en post-prod, ça, c'est beaucoup plus sympa. Oui, j'avoue, c'est un très bon conseil parce que ça m'est arrivé et c'était difficile après. Comme c'était une table ronde, je pouvais rien faire. Mais c'était chouette les sons, mais il était trop élevé. Il y a, on continue à avoir des questions. Trop C'est bien, ça veut dire qui que a ça vous dit? Oui. intéresse. Alors, qui m'a parlé de la couette? Voilà, Laura a dit apparemment enregistrer sous la couette, c'est pas mal. Oui, effectivement. Mais quand il fait chaud, je te conseille le placard. Alors moi, je le fais moi-même, mais je le conseille pas, j'ai toujours peur que les gens après ils s'étouffent ou qu'ils aient trop La chaud. couette? Ouais, moi je fais la couette et je sais plus où j'avais vu ça, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui le font. Ouais, je fais pour les voix off, Du je fais ça. Victor Toyon, elle a fait, hein. Ouais, moi je le fais aussi. C'est le meilleur parce qu'en fait, ça enveloppe le son. Mais bon, faites attention à pouvoir respirer quand même et pas avoir trop chaud là-dessous. Mais oui, ça marche bien. Mais moi, quand je suis en Espagne, il n'y a pas de dressing, donc c'est sous la couette à 35 degrés. Et ça m'est déjà arrivé de faire ça et qu'il y ait quelqu'un qui rentre chez moi et qui me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'était très drôle. Alors, Anne-Sophie Martin, est-ce que tu as travaillé une stratégie pour faire progresser les audiences YouTube, multiplication des shorts ou autre? Et oui, exactement. T'es une bonne élève, pas comme Exact. moi. Oui, je travaille là-dessus, c'est-à-dire que je poste, aussi tous mes formats extraits, de podcast, je les poste en short YouTube, et en fait, tu peux les linker, chaque short, tu peux linker à l'épisode, longue durée, ce qui fait que ça peut te ramener évidemment, des gens qui viennent t'écouter et aussi, peut-être qu'on va en parler avec Lola, ce qui intéresse pour la monétisation, moi je cible plutôt, vu que je suis en vidéo, la monétisation en premier via YouTube, vu que déjà il y a les algorithmes, donc ça m'aide plus à avoir plus d'écoute. Lola, j'ai plus d'écoute, sur YouTube que sur mes plateformes audio et pour moi, les seuils de monétisation sont plus atteignables et donc c'est pour ça que j'essaye d'optimiser et après, j'utilise aussi des outils pour, le SEO, PSO, podcast, je crois que c'est Search Optimization, je dirais, comme ça. En tout cas, On te croit. c'est comme dans la description que les mots que tu vas, les mots et les tags que tu vas mettre pour qu'on puisse te retrouver, donc ça, je le travaille, pas mal aussi. Je sais pas parce que tu as parlé, c'est pour ça que tu héberges, ton podcast est hébergé où? Ocha. Au chat. Mmh. Justement, il avait une question, je le vois passer beaucoup dans LinkedIn dernièrement, et on dit qu'on peut héberger 5 épisodes gratuitement, qu'ensuite il faut payer. Comment ça fonctionne ça? Je suis pas experte, hein, parce que moi j'utilise que Ocha en général et je conseille Ocha parce que c'est celui que je connais. Bon, je suis pas payée par Ocha, hein, mais c'est celui que je La connais. plupart des gens utilisent Ocha. Ocha, ouais, il y a aussi les plus connus, c'est Ocha et Acast, Mhm. qui existent. Hem Et oui, c'est un petit budget. Après, si vous voulez, je peux vous les donner, c'est pas énorme, mais de mémoire, c'est entre 20, 30, 50 € en fonction des tous les outils qu'ils vous proposent, ça peut vite chiffrer. Et il me semble, hein, il faudrait vérifier, mais de mémoire, Spotify for Creators, Spotify peut héberger votre podcast. Je crois non, je sais plus. Il me semble que Spotify, c'est gratuit et attendez, je crois que je me l'étais noté pour pas vous Je crois que dire c'est de gratuit, hein. bêtises. Mais les 5 premiers étaient gratuits. C'est pas chez Acast? Si, c'est ça, hein. Acast, je crois que c'est les 5 premiers qui sont gratuits et après, il faut payer. Mais je suis pas experte en hébergement vu que moi, j'utilise Ocha, mais je dirais ça. Et ensuite, il me semble que Spotify, c'est gratuit. Toi, tu Mais payes pour Ocha? ouais, moi, je paye pour Ocha et moi, je paye l'outil qui est pas donné, qui est un nouvel outil Hmm. sorti, mais qui est l'outil pour le PSO, qui permet, justement d'optimiser les descriptions avec les mots qu'il y a dans la description de mon podcast pour avoir plus de découvrabilité, quand les Hmm. essayer d'un peu être, parce que ça, je suis pas très douée et du coup, l'outil marche bien, mais il est pas donné. Ça veut Hem, dire que les mots-clés, ouais, ils sont très importants dans la description, dans vos titres, ils sont très ça importants. coûte combien l'outil? Parce Ah, qu'il je est vraiment bien, c'est important.
J'ai plus en tête, mais je pourrais vous le si je pourrais Non, je sinon, pourrais c'est pas ouais. grave. Si vous voulez me demander, je pourrais vous le demander, mais c'est pas donné. Je dirais une 30-40 €, quelque chose, une dans cette fourchette-là. Mais moi, du coup, je l'utilise, c'est pas mal. Et aussi, par exemple, sur Ocha, j'utilise, l'IA qui va retranscrire le texte de mon épisode. Mmh. Heu, Ça aussi, c'est pas mal, d'avoir une en fait, c'est scripté et du coup, après, pour aller chercher mes extraits, moi, je bossais comme ça en télé. Une fois que j'ai la retranscription de mon épisode, je vais aller lire le texte et choisir, les meilleurs, extraits, déjà, en visu, en lisant le texte. Ça m'aide beaucoup. Mais c'est vrai que parfois ça me manque chez les podcasts des autres parce que j'entends une phrase, un truc, une citation, et je dis «Ah!» je mets la transcription pour faire une capture d'écran et rester sur cette phrase pour après faire d'autres trucs, faire un Mmh commentaire ou quelque chose. Je vais pas parler de moi, faire moi, mais au cas où, si ça intéresse quelqu'un, parce que moi je viens plutôt de l'écrit et du Saptac. Substack héberge également des podcasts. Donc moi, le mien, mon audience podcast, je l'ai fait vraiment pour... c'est un plaisir. Mon audience vient surtout de la newsletter. Mais l'avantage de que ça soit, quand on a une newsletter, une mh. communauté newsletter, ça soit hébergé chez Substack, c'est que on va recevoir une newsletter avec la sortie de l'épisode, avec l'audio, et ça permet également la retranscription de l'intelligence artificielle. Ça permet les mots-clés, mais c'est toi qui les choisis. Mmh mh. Il faut que tu sois fort dans les mots-clés. Mais c'est vrai que quand on veut développer une audience podcast un peu, mais on l'a dans Substack pour la newsletter, ça peut être intéressant. Avant, j'étais chez Spotify for Creators. J'ai Mmh, commencé comme ça parce que c'est gratuit, justement. c'est gratuit, ouais, c'est ça ce qui me semblait. Mais du coup, chez Substack, tu as pas la possibilité de monétiser tes écoutes? Non. Ouais. Mais on va revenir. On a des questions. J'oublie pas les questions du chat, mais tu l'as mis sur la table. Pof! On va parler de monétisation. Alors, Voilà. on peut moi, mon avis, ça a été pourquoi je l'ai hébergé sur Saptac. C'est parce que de toute façon, c'est tellement difficile de les Mmh monétiser que je me suis dit, je préfère tirer une audience de ma mh. newsletter, et on verra pour la monétisation. C'est pas le but de toute façon, mais la monétisation à part. Donc, on va parler droit monétisation avant de revenir aux questions dans les chats. On va Parlons de décevoir les gens. On va voir que les gens vont partir tout de suite et on va rester oui, alors, seul. je pense que toi aussi, hein, c'est la question qu'on me pose vraiment, tout le temps quand je parle de mon podcast. «Est-ce que tu gagnes de l'argent avec ça?» Tout le temps, les gens sont Mm. très curieux. En plus, maintenant, on a l'image des youtubeurs et cetera, donc on est un peu perdus. Hem, En vrai, au risque de vous décevoir, ma vraie question et après je vais détailler comment on peut monétiser rapidement. Ma vraie réponse, c'est que moi, c'est vraiment pour moi une vitrine, en fait, pour montrer mon expertise sur un format qui est long. Ce qui me permet en fait d'être invitée après, en tant que freelance à, même donner des conférences, à être invitée dans des interviews. J'accompagne en one to one des gens qui veulent lancer leur podcast. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment une vitrine et j'ai pas de chiffres parce que je suis nulle en maths, c'est pas ma matière préférée. Mais en tout cas, entre le jour où j'ai lancé mon podcast et depuis que j'ai lancé mon podcast, en termes de moi, de visibilité, de même de rencontres, j'ai un bah, voilà, Lola, on s'est rencontrés grâce au podcast. J'ai rencontré énormément de gens grâce au podcast pour soit des projets, même autres. Donc c'est ce que ça m'a apporté, voilà, c'est, plus d'opportunités de travail, une visibilité et une reconnaissance de mon expertise. Maintenant, je suis accréditée pour des événements aussi grâce à ce média, donc c'est super. J'ai accès à plein de choses, en plus. Après, en gros, pour monétiser, vous avez donc je vais vous dire un petit peu les seuils. Donc si, vous hébergez, je vous les ai notés parce que je connais pas tout par cœur. Si vous hébergez chez, Ocha, donc je vous l'ai mis, si vous hébergez chez Spotify, la monétisation, c'est il faut avoir publié 3 épisodes, il faut avoir une audience d'au moins 1 000 personnes différentes sur les 30 derniers jours et 2 000 heures d'écoute sur les 30 derniers jours. Une Si vous audience de 1000, c'est 1000 vues 1000 ou 1000 personnes. personnes abonnées. 1000 per Non, une audience de 1000 personnes, donc ça doit être 10 000 auditeurs différents, je pense. Mhm. Ensuite, tu as chez Ocha, c'est énorme chez Ocha, c'est 10 000 écoutes sur les 30 derniers jours. Donc ça, c'est ceux que je connais. Après Acast, j'ai pas trouvé, mais Acast, d'après ce qu'ils recommandent, j'ai vu qu'Acast, en tout cas, recommandait au moins 2 000 écoutes mensuelles pour que ça soit rentable de monétiser.
Donc ça, c'est pour les plateformes d'écoute. Quand on connaît à peu près le nombre d'écoutes, c'est énorme. 10 000 écoutes chez Ocha pour commencer à monétiser, c'est quand même un seuil qui est pas facile à atteindre. En gros, comment ça se passe? Eux, ils ont leur système d'automatisation un peu pour ajouter des pubs. Donc ça, c'est les seuils sur les plateformes d'écoute. En gros, pour travailler avec les marques, il y a 3 façons globales. Donc, il y a via les pré-rolls, donc c'est les pubs que vous avez l'habitude d'écouter souvent au début. Vous savez, des spots publicitaires qui sont intégrés par les marques, qui peuvent être au début, parfois au milieu, parfois à la fin, mais souvent dans les plateformes, c'est au début. Vous entendez le spot publicitaire de la marque. Après, vous avez le host read. Là, c'est le podcasteur qui va lire une pub. Donc ça, c'est aussi une façon de faire la pub qui va dire bah, aujourd'hui, c'est sponsorisé par machin et il vous propose telle promo ou tel service, etc. Donc ça, c'est du host-read. Et ensuite, vous avez la sponsorisation et la co-création d'épisodes. Par exemple, si vous parlez d'amour, il y a Bumble qui peut se rapprocher de vous pour dire ah bah ça serait trop bien qu'on fasse 3 épisodes autour de tel thème. Et en fait, là, ils vont vous payer, ils vont potentiellement rentrer aussi dans la ligne édito, choisir les invités avec vous. Et là, c'est de la co-création avec eux. Donc ça, c'est des façons de sponsoriser son podcast. Et ensuite, après, vous avez TikTok, si vous utilisez TikTok, qui peut aussi vous ramener de l'argent si vous faites des extraits vidéo. Vous avez YouTube. Donc le seuil, je me le suis noté parce que pour entrer au seuil de monétisation de YouTube, il faut 4000 heures de watch time, donc 4000 heures d'écoute de vues sur, je crois, 1 an ou 10 millions de vues sur vos shorts sur 90 jours. Et il faut avoir à peu près 1000 abonnés. C'est ça les seuils sur Et les... quand on touche quelque chose, on touche à peu près combien? Après, ça va être au nombre de vues. C'est pas dingue, il faut vraiment faire beaucoup de vues. Mais c'est des seuils qui sont plus faciles à atteindre, je dirais, sur YouTube. Parce que sur YouTube, vous avez un algorithme. Donc forcément, une vidéo, elle peut être poussée plus facilement, etc. Après, ça reste le plus intéressant, souvent, c'est quand même quand on a des collaborations avec des marques, plus qu'avec ce qu'on appelle les AdSense, par exemple, de YouTube. Il y a une autre façon aussi, je sais pas, alors je connais pas les seuils par cœur, mais ce que je le savais, mais je m'y suis pas intéressée depuis longtemps, c'est la scam aussi, qui peut nous donner la rémunération sur l'audio et sur les podcasts audio et aussi sur YouTube. Je sais pas si tu le savais, Lola, que la scam... Oui, en fait, j'avais suivi une formation sur gestion de projets audiovisuels et justement, la productrice s'était rendue compte à un moment que YouTube, il disait, mais les droits d'auteur, ils sont où? Et en fait, d'après ce qu'elle a dit, au moins, il y a une rémunération des droits d'auteur, etc. Sauf que personne ne savait, personne n'a réclamé au YouTube, et YouTube, bah, C'est il a ça. rien, je ne récolte pas, il Euh, a rien dit. C'est après un peu, et non, mais maintenant, c'est les scams qui la gèrent, non? ouais, il y a la scam, donc même pour votre podcast audio, c'est possible aussi. Vous avez un compte qui s'appelle Chérine de la scam, Sherine de la scam, sur Instagram, qui poste régulièrement là-dessus pour ceux qui font de la vidéo, etc. Ça peut vous intéresser d'en savoir un peu plus ou de contacter la scam. Et maintenant, il y a aussi Meta. Apparemment, on peut aussi toucher de la scam sur les réels Meta qu'on fait. C'est 1 fois par an qu'il faut déclarer. Mais je viens de l'apprendre moi, donc je le savais pas. C'est des choses qui sont importantes de savoir aussi. Et ensuite, après, il y a aussi vous pouvez aussi, il y en a qui développent du merch, donc ça, c'est des produits dérivés du podcast. Il y a des gens qui font des On est lives. loin, là. On est loin, là. Il y a des gens qui font des lives. Alors bon, les lives, c'est aussi pour construire une communauté, hein. C'est très rare de gagner beaucoup d'argent avec ça. Mais voilà, il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Moi, Mais je moi, précise, avec les lives de LinkedIn, on gagne rien, hein. c'est vrai, moi, je suis pas payée. Moi non plus. Mais en tout cas, oui, quand je dis les lives, c'est bon, les gens qui achètent des places pour venir à l'Olympia écouter un podcast, des choses comme ça. Mais ça, c'est plutôt une logique de quand même de construire une communauté. Et après, il y a aussi des bourses comme celle, je crois que c'est la SCAM, un brouillon d'un rêve, Brouillon d'un rêve. qui peuvent aussi vous aider. Il y a quelques bourses qui existent pour vous aider aussi à développer vos projets qui peuvent être cool. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la monétisation. J'ai essayé d'être un peu large, de vous résumer un Oui, peu sur le la panel. monétisation, pas forcément, mais je reprends les questions. Alors, Diane Isabelle, elle revient sur l'outil de production. Elle parlait des outils de production réalisation. Réalisation, heu,
Qu'est-ce que je vois pas ce que j'entends par là pour outils de réalisation. Quel outil, Je reprends j'utilise la question dès le début. Conseils sur des outils de production pour la réalisation que nous pouvons utiliser pour réaliser des podcasts. plutôt pour les micros alors? Outils? Il parle d'outils là. Ce serait Diane, est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Est-ce que c'est S'il les te micros que je conseille, les caméras ou ce qui va être le s la table de Pour moi, mixage? un outil, c'est plutôt un software. Ouais, software, Sinon, on attend qu'elle nous dise un peu plus. Il y a Laura. Ah non, Laura parlait de la couette. Pour la voix off, Alice, quel serait ton plan étape par étape pour commencer son premier podcast? ouh là! On pourrait en parler pendant 2 heures. Je crois que, Oui, j'ai trouvé que c'était une question large, merci Alice. intéressante, mais large. Merci Alice. Je dirais que moi, l'étape sur laquelle je trouve que parfois on passe pas assez de temps, on pense tout de suite à l'enregistrement, parfois, au casting. C'est vraiment l'écriture de son concept et de la ligne éditoriale. Ça arrive quand même souvent que j'accompagne des gens ou que je discute avec des gens qui sont assez flous là-dessus et pour se différencier, c'est important, et puis pour que les gens comprennent un peu de quoi on parle, s'y retrouvent, d'agir vraiment là comme un journaliste et de trouver une ligne édito, de trouver sa patte, d'aller chercher pourquoi on fait ce podcast, qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et ensuite, ça va être, quand vous êtes un peu perdu, ça va être votre fil que vous allez tout le temps garder en fait. C'est comme ça que vous allez trouver un peu l'essence de votre podcast. Et donc ça, c'est vraiment pour moi l'étape la plus importante. Donc il y a vraiment ça. Ensuite, il y a la stratégie de communication, comme on en parlait, qui est très importante, toujours l'allier. Et pour moi, bien préparer en amont pour ne pas se retrouver submergé de travail à chaque fois qu'on a un épisode qui sort, avoir de l'avance, etc. Et ensuite, essayer de choisir si on veut de l'audio, de la vidéo, et voir en fonction de son budget, de ses capacités, comment on va aller après en termes de réalisation, de production, si on va louer en studio de podcast. Pour le coup, on a l'impression que c'est très cher et ça reste des coûts, mais c'est loué à l'heure, par exemple. Moi, les studios où je vais, et c'est pas non plus des coûts qui sont énormes. Ça coûte moins cher, par exemple, de louer un studio de podcast que d'aller louer en lieu un caméraman, etc. Moi, par exemple, une heure de studio, c'est entre 150 et 200 euros l'heure. Et on arrive, on s'installe et il y a les lumières, les caméras. En fait, on nous livre les rushs ensuite. Donc, c'est assez pratique. Même moi qui pourrais faire appel à des équipes que je connais, ça me libère de l'espace mental et c'est beaucoup moins cher que si je produisais moi-même. Et ensuite, après, vous allez avoir le montage et après, choisir son hébergeur, etc. Et après, il y a poster les réels, etc. Enfin voilà, il y a toute l'étape après qu'on a fini de monter le podcast. On pense que c'est fini et non, il faut poster sur les réseaux, etc. Et faire sa com qui est importante. Oui, J'ai fait c'est un résumé un peu rapide hein, parce que c'est long, mais je ne sais pas si c'est à peu près les étapes que tu dirais, Lola. Mais tu sais que moi, je travaille à l'intuition, donc pas forcément, il faut pas forcément suivre mes conseils. Mais quelque chose d'intéressant, c'est quand tu parles de toute la communication, l'effort de faire quoi qu'il ce soit, un podcast, une émission sur YouTube, sur Twitch, c'est la suite, c'est la communication. Si on fait pas la communication, ça n'existe pas. Et c'est d'une part un avantage. Parce que ça permet à n'importe qui de pouvoir montrer ce qu'il a dans le ventre, qu'il a un bon produit, qu'il a des mmh bons propos, des bons invités, des belles questions. Mais d'autre part, c'est un travail gigantesque. Moi, ouais, j'ai énormément de mal avec, que ce soit pour faire la com de ma newsletter au podcast, c'est énorme. Et un truc que tu avais parlé une fois, c'est intéressant, et c'est dès qu'il y a quelque chose dans l'actualité qui rappelle un épisode d'il y a 3 mois que tu as fait, il faut ressortir un carrousel ou un short ou une oui, publication sur ça. Il faut oui. profiter, rebondir sur Enfin, l'actualité. c'est un conseil que j'ai eu d'une de mes invitées de Mhm. podcast, Céline, Steyer justement, qui elle, sa com fonctionne bien, puisque, elle fait ça, en fait, elle ressort des carousels, par exemple, je crois que c'est, alors je sais plus le contexte, mais c'est quand, elle avait proposé, un nouveau gouvernement, et du coup, elle avait mis ses invités de podcast, qui étaient des femmes super inspirantes. Elle disait: «Bah, moi, je vous propose de mettre telle personne, au ministère de machin parce que c'est une super scientifique», et cetera. Et donc du coup, c'était l'occasion d'utiliser l'actualité, de mettre en valeur les femmes inspirantes qu'elle recevait sur son podcast. Et en fait, ça cartonne. Donc, ne pas hésiter, même
si votre invité ressort un livre. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la journée des droits des femmes. Par exemple, j'ai mis de mes invités de podcast aussi dans la liste. J'ai mis en valeur des journalistes indépendantes que j'aime beaucoup et dedans, il y avait mes invités de podcast. Donc, ça permet aussi de dire aux gens, bah, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller écouter un épisode sur une de mes invitées. Donc oui, ça, c'est une bonne chose. Et aussi, pour la com, n'hésitez pas, là, on parlait d'incarner aussi votre podcast, c'est-à-dire les coulisses, comment vous préparez une journée pour un podcast, comment vous préparez un épisode, faire une petite photo avec vos invités, etc. Les gens, ils adorent connaître ça. Et puis, c'est ce qu'on appelle aussi le build-in public en com, c'est-à-dire que les gens suivent comment vous créez votre podcast et ça leur permet d'être vachement investis en fait avec vous et de créer un côté un peu communauté de gens qui vous suivent, quoi. Mhm. On va reprendre 2 questions avant de terminer parce qu'il est déjà 14 heures. Diane Isabelle nous a précisé, en fait, elle parle des outils de production, réalisation, montage, micro, caméra. Tu avais raison. Moi, je pensais que c'était le software. Alors, j'ai des posts qui sont déjà prêts là-dessus. Mais il était vite passé. Que je pourrais lui envoyer si elle le veut sur LinkedIn, parce que si je commence à donner tous les outils, on en a pour beaucoup de temps. Mais après, sachez qu'il y a de tout budget. Il y a il y a des micros qui commencent à micro-poser à une centaine d'euros ou même moins, des micro-caméras, des micro-cravates. Si on veut faire même aux micro-cravates, qui sont des plus petits budgets. Je pense que c'est déjà de voir, vous, qu'est-ce que vous pouvez investir. Mais c'est un peu difficile là, de recommander caméra, micro, etc. Moi, par exemple, j'ai décidé de ce que j'étais de tourner en studio parce qu'en termes de qualité et de prix, c'était pour moi le moins cher et le plus facile. Après, si vous avez un gros budget, vous pouvez investir dans des caméras, etc. Mais après, commencer à l'iPhone avec un micro-cravate, c'est très, très bien aussi. C'est pas ça forcément c'est pas la qualité qui fera forcément décoller votre podcast. Il y a des podcasteurs qui qui ont un petit micro et qui cartonnent. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt la qualité édito et votre stratégie de communication qui va vous aider à vous développer. Et le côté très spontané peut aussi très bien fonctionner dans le podcast. Et une question de Vincent. Hop. Combien de podcasts as-tu dû faire pour que ça commence à avoir un peu de visibilité? Moi, j'en suis je crois que lundi, je sors mon 20e épisode de podcast. En termes de visibilité, bah, c'est difficile à dire parce que moi, j'ai toujours envie d'avoir plus. On est un peu matrixé, hein, par les stats. J'essaye de pas trop l'être, mais je dirais que je sais pas quel épisode. Tu sais quel épisode tu as découvert mon podcast, Lola? Je t'ai même Moi, pas le demandé. premier, mais parce que tu as parlé, t'as invité Caroline Mignon. Ouais. Et comme je la suis sur Instagram, j'ai vu ton short elle avait partagé. Mmh. Donc, j'ai dit, ah, mais un podcast sur les coulisses de la création de contenu et de la journaliste. En fait, moi, la tactique que j'ai utilisée, ma stratégie, c'est que moi, en fait, j'ai des invités et qu'en fait, on partage nos communautés, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile que quand on a un épisode solo, d'avoir de la visibilité. Et je dirais que j'ai eu de la visibilité assez rapidement. Après, forcément, plus je fais d'épisodes, plus je reçois de gens, plus la visibilité, elle grimpe. Mais c'est progressif. Enfin, j'ai pas eu un gros boom. Il y a des gens qui ont des gros booms un jour, un épisode qui explose et il y a beaucoup de vues. Je dirais que c'est assez progressif et régulier de mon côté. Moi, je dirais, je sais pas pour toi, mais en général, pour les gens entre 1 an et demi, Oui, que c'est ça ça. commence à bien payer. Il faut, Bien il payer, pas économiquement, mais que on commence à Il te faut avoir connaître. beaucoup de résilience. J'ai écouté un épisode j'étais en live de Louise Aubéry, qui a le podcast In Power, Mm. que j'aime beaucoup. Elle disait que je crois qu'elle a commencé, il me semble, son podcast en 2018, donc ça fait un bout de temps, hein. Elle disait que les 2-3 premières années, elle gagnait pas d'argent dessus. Donc, et il faut savoir que beaucoup des podcasts que vous écoutez aujourd'hui qui explosent, en fait, sont là, comme Louise Aubéry, depuis très longtemps, ont beaucoup d'épisodes. Et que du coup, il faut être résilient et patient et il faut aussi penser que vous construisez une communauté. C'est comme ça qu'on le voit et moi, je vois qu'il y a des gens qui sont là depuis le premier épisode, qui aujourd'hui suivent le podcast et le recommandent. C'est un peu un effet boule de neige. Évidemment, ça peut exploser, mais moi, je le vois plutôt comme quelque chose
comme quelque chose de construction avec patience. C'est un peu comme tout, enfin, c'est du travail, quoi. Mais oui, et je garde en tête que beaucoup de podcasts qui explosent aujourd'hui sont là depuis longtemps ou alors avaient déjà une grosse communauté ailleurs. Donc il faut être patient et il faut pas. C'est difficile hein, parce qu'on y met beaucoup d'énergie, donc on a envie que tout de suite, tout le monde fasse des podcasts. Mais sachez que parfois on est un peu matrixé par les stats et on a l'impression que c'est pas beaucoup. Mais quand vous arrivez à vous, enfin, ça m'arrive maintenant de croiser des gens et de me dire ah mais c'est toi Mélanie et en fait c'est super surprenant parce que parfois on est derrière, moi je travaille maintenant j'ai un monteur mais je travaille toute seule aussi sur mes épisodes avec mon monteur mais en fait même si on a l'impression qu'il y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent même si on a 100 200 300 vues c'est quand même 300 personnes et si vous les aviez en face de vous dans la salle ce serait déjà énorme en fait. On a, je prends les deux dernières questions parce que j'ai un rendez-vous médical juste après. Hop. Comment savoir qui inviter, comment inviter au début? Alors, comment savoir qui inviter? Ben, déjà, je reprends un peu de ce que je disais, mais quand on a travaillé sur sa ligne éditoriale, déjà, forcément, on a déjà une visibilité sur un peu qui on veut, inviter. Moi, j'essaye d'alterner, j'avoue que ce que j'ai fait quand j'ai lancé mon podcast, c'est que je me suis fait une to do de mes invités de rêve. Donc ça, c'est ma liste Dis-moi, qui est il a Gasparger. peut-être, en tout cas, Si. j'ai une liste des gens que je rêve d'inviter, qui sont un peu là tout le temps. Et après, ça va être au fil de l'actualité. Aussi, j'essaye de rebondir. Les sorties de livres, par exemple, ça peut être bien. Quelqu'un qui va sortir un livre, du coup, vous mutualisez aussi votre actualité, ça peut vous aider. Mais toujours essayer de rester aligné à la ligne éditoriale que vous vous êtes donnée. Ou en tout cas, trouver un angle. Parfois, on va vouloir parler d'un sujet et on va se dire, OK, ce sujet, là, tout de suite, je vois pas le rapport. Et si on creuse, on peut trouver un lien avec le podcast, notre ligne éditoriale. Toujours essayer de twister, trouver toujours un lien pour qu'il y ait quand même un fil conducteur à votre podcast. Et sachez que pour le coup, c'est pas ça peut avoir l'air d'être un conseil un peu bullshit, c'est pas le cas. Le nombre d'écoutes va pas forcément être lié avec le nombre de followers de la personne, puisqu'il y a des gens qui, il y a des sujets qui sont très niches ou qui vont être très cherchés, par exemple sur les plateformes et qui peuvent vous apporter beaucoup d'écoute. Et parfois aussi, il y a des communautés qui vont avoir l'air, des gens qui vont avoir l'air d'avoir très peu de followers, mais les gens sont très engagés. Donc, vous bloquez pas là-dessus et allez chercher quelqu'un qui correspond à vos sujets, à votre ligne édito, qui s'exprime bien. Je pense que ça, c'est la priorité. Dernière question, il y a des gens, les gens quand même qui commencent à me dire qu'ils doivent partir, mais que c'était hyper intéressant. Tu pourras lire après. Dernière question, Vincent. Hop, hop, hop. Il a demandé ton rythme de diffusion. Ouais, alors ça, c'est important. Moi, j'essaie toujours d'alerter sur le fait que c'est beaucoup de travail, ce qu'on disait, sortir un épisode, plus la com qui est liée, plus le montage, et cetera. Et donc, dans l'idéal, il faudrait en sortir un une fois par semaine. Mais moi, par exemple, j'y arrive pas. Moi, j'en sors un toutes les 2 semaines. Donc, c'est un bimensuel et c'est déjà, en termes de rythme, pour moi, c'est déjà pas mal. Et parfois, j'y arrive pas et parfois, c'est toutes les 3 semaines et c'est OK aussi. Je pense qu'il faut trouver un rythme qui fait qu'on se dégoûte pas, qu'on va pas être, en burn-out et cetera. Donc, trouver un rythme surtout qui vous convient à vous, mais je conseille quand même d'avoir un rendez-vous. Vaut mieux une fois par mois, mais que ça soit régulier. Hem, Comme ça, les gens savent quand même qu'il y a un rendez-vous et vous attendent. Mais, je dirais, essayez d'en faire un régulièrement, mais après de pas vous cramer, de pas vous dégoûter non plus parce qu'au début, on pense qu'on va pouvoir, sortir un épisode par semaine et parfois, bah, la vie, elle nous rattrape et on n'a pas le temps et on arrête. C'est dommage donc moi, je préfère être à un épisode toutes les 2-3 semaines et m'y tenir, que de me surcharger trop, quoi, parce que c'est énormément de travail quand même le podcast. Oui. Mélanie, on va devoir s'arrêter. Je te remercie énormément d'être venue. Avec plaisir. S'il y a des gens qui veulent te contacter pour des dernières petites questions, ils peuvent le faire via Alors LinkedIn, sur Instagram. Li soit sur LinkedIn, soit moi je poste plus sur Instagram, mais j'essaye de me Mhm. remettre à LinkedIn. Mais soit sur mon LinkedIn, soit vous pouvez me rajouter sur mon Instagram où je poste, plus régulièrement, c'est, mélanie.novomedia tout au pluriel. D'accord. Encore merci et je recommande à tout le monde, à tous ceux qui ne sont pas encore écouté ton podcast, d'aller jeter un coup d'œil sur YouTube ou aller l'écouter. Et surtout, abonnez-vous parce que ça aide beaucoup. Merci Lola et merci à vous et puis à très vite, peut-être bientôt. Bon. Ciao Mélanie, merci. Merci.
Et pour les autres, je vous remercie d'être venu à ce live. J'espère que vous avez appris plein de choses. Le prochain live, a priori, ça sera vendredi 17 avril et on va parler, je l'ai ici en plus, je l'ai préparé. On va parler avec Claire Lemaître et Pauline Reynaud sur femme journaliste, être passion et désillusion. On va donner plein de... Bon, pas moi je vais poser les questions, mais les autrices des livres, ils vont donner plein de conseils aux femmes journalistes. Donc, c'est un livre qui, en plus, est divisé en trois parties dès le début, avant de se lancer dans l'école de journalisme. Si vous avez des questions dès maintenant, vous pouvez me les faire parvenir. Et sinon, je vous recommande la lecture, c'est passionnant. Et je vous attends le 17 avril. Ciao!